que cela se produisit, prit soin dès l'abord de l'informer que c'était un de ses lieux de promenade favoris. Il était donc bien étrange de la rencontre pût se répéter, et pourtant c'est ce qui arriva. Il y eut même une troisième. Cela avait les apparences d'une méchanceté voulue ou d'une pénitence qu'il se serait infligée à lui-même, car alors il ne se contentait pas de s'enquérir poliment de choses ou d'autres pour ensuite se réfugier dans un silence gêné et partir. Non, il jugeait bel et bien nécessaire de revenir sur ses pas et de l'accompagner. Il ne disait jamais grand-chose, elle non plus ne se donnait guère la peine de parler ou d'écouter. Elle remarqua néanmoins au cours de leur troisième rencontre qu'il lui posait des questions inattendues et sans aucun lien entre elles. Il voulut savoir quel plaisir elle trouvait à séjourner à Hunsford, quel était son goût pour les promenades solitaires, ce qu'elle pensait du bonheur de monsieur et madame Collins. En outre, quand il parlait de Rosings et mettait en évidence les lacunes que présentait sa connaissance de la maison, il semblait supposer que, lorsqu'elle reviendrait dans le Kent, chaque fois c'est là qu'elle logerait. Ces paroles le donnaient à entendre. Pensait-il au colonel Fitzwilliam? S'il avait quelque chose en tête, ce ne pouvait être qu'une allusion à ce qui risquait d'arriver de ce côté-là. Elle en fut un peu embarrassée, et ce fut avec soulagement qu'elle atteignit la porte qui s'ouvrait dans la clôture face au presbytère. Un jour que tout en marchant, elle relisait la dernière lettre de Jane, elle s'attardait sur certains passages prouvant que sa sœur n'était pas en train, lorsqu'elle avait pris la plume, au lieu d'une nouvelle fois se retrouver subitement face à face avec M. Darcy. En levant les yeux, elle vit le colonel Fitzwilliam qui venait à sa rencontre. Mettant aussitôt la lettre de côté et s'efforçant de sourire, elle dit: « Je ne savais pas que vous vous promeniez quelquefois par ici. » « Je faisais le tour du parc, répondit-il, comme d'habitude chaque année, et j'ai l'intention de le finir par une visite au presbytère. Allez-vous beaucoup plus loin? » « Non, je m'apprêtais à faire demi-tour. » Ils firent donc demi-tour, et ensemble prirent la direction du presbytère. « Quittez-vous le Kent samedi de manière sûre? » demanda-t-elle. « Oui, si Darcy ne remet pas notre départ une fois de plus, mais je suis à sa disposition. Il arrange les choses à sa façon. Et si l'arrangement ne peut le contenter, il aura au moins la satisfaction d'avoir eu la liberté de choisir. Je ne connais personne qui, autant que M. Darcy, donne l'impression d'apprécier la possibilité d'agir à sa guise. C'est vrai qu'il aime n'en faire qu'à sa tête, repartit le colonel Fitzwilliam. Mais on peut dire la même chose de nous tous. C'est seulement qu'il a plus que beaucoup d'autres les moyens d'y parvenir. Il est riche, et beaucoup d'autres sont pauvres. Je parle en connaissance de cause. Un fils cadet, vous savez, doit s'accoutumer au renoncement et à la dépendance à l'égard d'autrui. À mon avis, le fils cadet d'un comte a peu de chances de connaître l'un ou l'autre. Allons sérieusement, quelle expérience avez-vous jamais eue de ces choses-là? Quand le manque d'argent vous a-t-il jamais empêché d'aller où vous en aviez envie et de vous procurer ce qui vous avait plu? Ce sont des questions embarrassantes. Peut-être m'est-il difficile d'affirmer être passé par beaucoup d'épreuves de ce genre. Pourtant, je risque de pâtir de l'absence de fortune. Les fils cadets ne peuvent épouser qui leur plaît, à moins qu'ils ne soient séduits par des femmes riches, ce qui, je crois, leur arrive très souvent. Nous sommes accoutumés à beaucoup dépenser. Cela nous met exagérément sous la dépendance d'autrui. Dans le rang que j'occupe, rares sont ceux qui peuvent se marier au mépris de toute considération d'argent. Dit-il cela pour moi, pensa Élisabeth. Elle rougit à cette idée. Mais se reprenant, elle lança sur un ton moqueur. Et quel est donc, s'il vous plaît, le prix habituel du fils cadet d'un comte, à moins que le frère aîné ne soit d'une santé précaire? Je suppose que vous ne demanderiez pas plus que 50 000 livres. Il répondit sur le même ton, et l'on n'en parla plus. Pour mettre fin à un silence qui aurait pu lui faire imaginer qu'elle avait été touchée par les propos tenus, elle dit peu après: «
Je suppose que si votre cousin vous a amené ici, c'est pour avoir quelqu'un à sa disposition. Je ne comprends pas pourquoi il ne se marie pas. Il serait pourvu pour une longue durée d'un avantage de ce genre. Mais peut-être sa sœur lui suffit-elle pour l'instant et se plie-t-elle à toutes ses volontés, comme il est seul à veiller sur elle. Non, répondit le colonel Fitzwilliam. Il lui faut partager ce privilège avec moi. Nous sommes deux à être le tuteur de mademoiselle Darcy. Vraiment? Et dites-moi, quelle sorte de tuteur faites-vous? Votre pupille vous donne-t-elle beaucoup de mal? Les demoiselles de son âge sont parfois un peu difficiles à mener, et si elle a le caractère des Darcy, elle peut chérir sa liberté de mouvement. Elle l'observait tout en parlant. Il lui adressa un regard pénétrant, et à la façon dont il lui demanda aussitôt pourquoi elle supposait mademoiselle Darcy capable de lui causer du tracas, elle sentit que d'une manière quelconque, elle n'avait pas été loin de la vérité. Elle se hâta de répondre. « Il est inutile de vous inquiéter. Je n'ai jamais entendu dire de mal de mademoiselle Darcy. Sans doute est-elle la jeune fille la plus docile qui soit au monde. Deux personnes de ma connaissance en raffolent, madame Hurst et mademoiselle Bingley. Il me semble que vous m'avez dit les connaître vous aussi. Quelque peu. Leur frère est un homme charmant et distingué. C'est un grand ami de Darcy. »« Oh oui, dit sèchement Elisabeth. Monsieur Darcy est d'une grande bonté envers monsieur Bingley et prend de lui un soin extraordinaire. Pour en prendre soin, il est certain qu'il l'a fait dans les domaines où c'est le plus utile. À ce qu'il m'a raconté en venant à Rosings, j'ai lieu de croire que Bingley lui doit beaucoup. Mais je suis peut-être injuste envers Bingley, car on ne m'a pas donné à penser qu'il s'agissait de lui. C'est une pure supposition. Que voulez-vous dire? Les circonstances de cette affaire, Darcy bien sûr ne souhaiterait pas que tout le monde en fût informé. Si cela venait aux oreilles de la famille de la demoiselle, ce serait gênant. Comptez sur moi pour garder le silence. Et n'oubliez pas que je ne suis guère fondée à supposer que Bingley était en cause. Darcy m'a simplement dit ceci. Il se félicitait d'avoir récemment épargné à un ami les inconvénients d'un mariage très imprudent, mais sans citer de nom ou mentionner quelque autre détail. Mes soupçons se sont portés sur Bingley seulement parce que je voyais bien en lui le jeune homme capable de se mettre dans un mauvais pas de cette nature, et que je les savais ne pas s'être quittés de tous les dés. Monsieur Darcy vous a-t-il donné les raisons de son interposition? J'ai cru comprendre qu'à l'endroit de la demoiselle, il y avait de fortes objections. Et de quels artifices a-t-il usé pour les séparer? Il ne m'a rien dit de ces artifices, répondit Fitzwilliam en souriant. Il s'en est tenu à ce que je viens de vous rapporter. Elisabeth en resta là. Elle continua de marcher, le cœur gonflé d'indignation. Après l'avoir observée quelques instants, Fitzwilliam lui demanda ce qui la rendait aussi songeuse. « Je pense, dit-elle, à ce que vous m'avez appris. La conduite de votre cousin n'a pas mon approbation. De quel droit jugeait-il? Vous auriez plutôt tendance à considérer son intervention comme officieuse. Je ne vois pas ce qui autorisait M. Darcy à décider que le penchant de son ami convenait ou ne convenait pas, ou en ne se référant qu'à son seul jugement, ce qui lui permettait de choisir et d'arranger la manière dont cet ami devait faire son bonheur. Mais, poursuivit-elle en se ressaisissant, comme nous ignorons toutes les circonstances, il n'est pas juste de condamner M. Darcy. On peut supposer qu'il n'y avait guère d'affection de part et d'autre. Il est naturel de l'envisager, dit Fitzwilliam, mais c'est diminuer très sensiblement le mérite qui s'attache à la victoire de mon cousin. C'était dit sur le ton de la plaisanterie. Pourtant, cela parut à Elisabeth si conforme à ce qu'elle savait de M. Darcy, qu'elle n'osa pas aventurer une réponse. Elle préféra donc changer brutalement de sujet et ne parla plus de choses que de choses sans importance, jusqu'au moment où ils atteignirent le presbytère. Une fois rendue, elle s'enferma dans sa chambre, sitôt leur visiteur parti, et put revenir à son gré
ce qu'elle venait d'entendre. Il était impossible d'imaginer qu'on eût fait allusion à d'autres personnes qu'à celles de son entourage. Il ne pouvait y avoir deux hommes au monde sur lesquels M. Darcy eut une influence aussi illimitée. La part qu'il avait prise dans les mesures destinées à séparer M. Bingley de Jane, elle n'en avait jamais douté, mais elle en avait toujours attribué le plus de responsabilité, tant pour la conception que pour la mise en œuvre, à Mademoiselle Bingley. Or, si en se vantant, il ne s'était pas trompé, c'était bien lui la cause. Son orgueil, son caprice, était la cause de tout ce que Jane avait souffert et continuait de souffrir. Il avait anéanti, pour le présent, tous les espoirs du cœur le plus tendre, le plus généreux qui fût au monde, et nul ne pouvait se prononcer sur la durée du tort qu'il avait causé. À l'endroit de la demoiselle, il y avait de fortes objections. Telles avaient été les paroles du colonel Fitzwilliam. Ces fortes objections étaient sans doute un oncle avoué en province et un autre dans le négoce à Londres. À Jane elle-même s'exclama-t-elle, que pourrait-on reprocher, elle qui n'est que charme et bonté, une intelligence des meilleures, un esprit cultivé, des manières enjôleuses. Rien non plus ne peut être retenu à l'encontre de mon père, qui malgré certaines bizarreries possède des capacités que M. Darcy lui-même ne saurait dédaigner, et une respectabilité à laquelle il n'atteindra sans doute jamais. Quand elle pensait à sa mère, certes, elle perdait un peu de son assurance, mais sans vouloir admettre que des objections de ce côté fussent de nature à influencer considérablement M. Darcy, dont l'orgueil, elle en était persuadée, pouvait souffrir bien davantage du manque d'importance de la belle famille de son ami que de leur absence de jugement. Elle décida en fin de compte qu'il avait obéi en partie à l'orgueil sous sa forme la plus détestable, et en partie aussi à son désir de garder M. Bingley pour sa sœur. L'agitation et les larmes auxquelles ces pensées donnèrent lieu provoquèrent une migraine qui empira vers le soir au point de la déterminer, ces effets s'ajoutant à sa répugnance à revoir M. Darcy, à ne pas suivre ses cousins à Rosings, où ils étaient invités à prendre le thé. Madame Collins, s'apercevant qu'elle était réellement souffrante, ne la pressa pas de les accompagner, mais M. Collins ne peut dissimuler sa crainte de voir Lady Catherine manifester quelque mécontentement en apprenant qu'elle était restée à la maison